Messieurs, dames, bonsoir. Même si l'algorithme de YouTube ne semble pas encore calé sur la NBA, nous, on est bel et bien de retour avec ce troisième épisode pour les previews 2025-2026. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la NBA revient dans 7 jours. Dans cet épisode spécial Contenders, pas mal de sujets à aborder. Anthony Edwards va-t-il être MVP ? Est-ce qu'on vit les dernières semaines de Giannis sous le maillot des Bucks ? Les Pacers peuvent-ils se relever de la blessure d'Haliburton ? Est-ce que Nikola Jokic et les Nuggets vont reprendre le trône de la conférence Ouest ? Ou est-ce enfin l'avènement du projet Kawhi aux Clippers ? Tant de sujets à aborder dans cet épisode. On va essayer d'y répondre assez rapidement, même si on sait que sur les previews, on s'étale un petit peu. Déjà, est-ce que ça va ? Est-ce que tu es prêt pour ça ? Ça va, je suis prêt et je trouve que tout ça m'attire grandement, donc vraiment, on y va. On y va. Mais avant ça, tu le sais, si tu veux rejoindre la fratrie des frères Maurice, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est quand même la façon la plus simple de se faire adopter qu'on ait vu. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Papiers, on peut s'arranger. Tu vois, là, c'est très rapide chez nous et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire parce que la NBA, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on la vit en famille. On y va ? J'attends que ça. Générique. Du coup, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, comment fonctionne cette année, toujours par tiers. On prend le classement de l'année dernière, qu'on remonte par le bas, pour finir par ceux qui avaient fini premier de la saison régulière la saison passée. Du coup, on vous a déjà évacué les pires équipes. Là, on commence à rentrer sur des équipes solides. On va parler de ceux qui étaient contenders l'année dernière, voir s'ils le sont de nouveau cette saison. Et cette semaine, Jérém, je te laisse pas le choix. On va commencer par l'Est, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder pour la fin. Je suis pas d'accord, je me casse. C'est la fin de cet épisode. Voilà, merci de nous avoir suivis. Non, on va commencer par la conférence Est parce qu'il y a des équipes très intéressantes, mais je voudrais qu'on finisse par l'Ouest et les Nuggets qui... Il y a pas mal de choses à dire dessus, on va dire, sans spoiler la fin de l'épisode. Du coup, si on continue de remonter notre classement de la semaine dernière, on se retrouve avec les Pistons. La sensation de l'année dernière, je pense, qui était passée de la 15e et bonne dernière place la saison d'avant à 6e, directement qualifié pour les playoffs. Tout comme ça... Comme quoi certains bons annoncés peuvent se réaliser. Ou d'autres, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et certaines chutes vont arriver. Ça, je peux vous le garantir aussi. Tout ça avec un Jaden Ivey qui était censé être le 2e meilleur joueur de cette équipe et qui n'avait joué qu'une 30aine de matchs, qui était blessé sur le reste de la saison. Est-ce que tu veux revenir un petit peu déjà sur ce qu'ils ont réalisé l'année dernière, qui était quand même très impressionnant et qui a hypé pas mal de monde, je trouve. Déjà, oui, le bon qu'ils ont fait au classement, évidemment. Ouais, juste ça, déjà. Donc forcément, ça attire. Ça reste une franchise historique de la NBA, donc qui a toujours... plus ou déplu avec certaines époques, Bad Boys, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais... On en avait parlé dans notre épisode la plus grande franchise all time. C'est ça. Mais en tout cas, ils étaient pas attendus, en tout cas play-offfables directement. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. On attendait depuis plusieurs années, puisqu'il était annoncé comme étant un futur franchise player. Je parle de Kate Cunningham et... ça y est, il l'a fait, il est devenu All-Star, etc. Il a mené son équipe jusqu'à la marche des playoffs, donc franchement top, et on peut
peut-être s'attendre à au moins la même chose cette année, en tout cas, comme tu dis, avec le retour de Jaden Ivey, déjà, il y a une bonne franchise et un bon socle qu'ils ont établi l'année dernière. Il y a eu des départs aussi, KCP échoue, et Ouais. des choses comme ça, mais un socle en tout cas qui semble quand même solide avec justement ce franchise player. C'est clair, tu as parlé, pour entrer dans le vif du truc, du fait qu'il soit allé en playoff la saison dernière. Retour en playoff de la part des Pistons. Bon, ils s'inclinent 4-2 au premier tour face aux Knicks, mais dans cette confrontation et dans ces défaites, il y a 2 matchs qui perdent à une seule possession, une de 3 points, une de 2 points. Et le ressenti général sur cette série, c'est qu'ils ont clairement tenu la dragée haute aux Knicks, qui était annoncé parmi les favoris pour le coup de cette conférence Est l'année dernière. Donc ils ont vraiment fait le taf, quoi. Ouais. Petite précision, je vous ai dit KCP, je parlais de Tim Hardaway Jr. Qu'ils ont perdu. Ah, j'avais pas entendu avec ici. Et oui, après, on a envie de croire à une nouvelle progression. Pourquoi pas? Il y a un des deux frères Thompson qui leur assure en tout cas un niveau défensif. Ouais, Euh, en plus de tout le reste qu'ils peuvent avoir. J'aime bien cette équipe en tout cas. Je suis content pour Cunningham parce que j'avoue que je commençais à perdre espoir entre guillemets, même si ça fait que 4 ans oui, qu'il est dans ait la une ligue, équipe mais, autour de lui. Ouais. mais qui confirme un peu ce qu'on attendait de lui. Il a réussi à le faire l'année dernière. Ok. Ils ajoutent Caris LeVert. Je sais pas si c'est dans l'objectif de remplacer un Tim Hardaway Jr. sur un même poste ou sur un autre, j'en sais rien. C'est pas mal. Ouais, je pense justement ils ont été pas mauvais sur cette intersaison parce que pour moi, ils ont réussi à pas s'affaiblir si on prend en compte le fait que Ivy revienne. Si on dresse un peu leur starting five potentiel, donc on aura Kate Cunningham, Jaden Ivey sûrement. Ensuite, on aura Duncan Robinson, Osar Thompson. Selon ce qu'ils veulent mettre en place, j'aime bien l'idée de mettre Robinson en 3, en titulaire pour le spacing, et puis d'avoir Osar Thompson pour finir les matchs, par exemple. Tobias Harris en 4, et Jalen Duren en 5. Attention à ne pas négliger les départs, donc, comme tu le disais tout à l'heure, de Tim Hardaway, de Schroeder, et surtout de Malik Beasley, qui pour le moment n'a pas re-signé de contrat suite aux problèmes juridiques qu'il a eu, même si le FBI a dit qu'il l'avait mis hors d'état de cause, mais on sait qu'il y a eu des problèmes d'endettement, qu'il a dû quitter sa maison pour des choses impayées, etc. Enfin, il y a eu pas mal de choses autour de lui, et du coup la NBA et les Pistons n'ont pas encore tranché. Mais pour finir sur les changements de l'effectif, donc comme je l'ai dit dans le 5, il y a Duncan Robinson qui arrive, bon, pour le coup en lieu et place, en tout cas au moins en nombre, pour remplacer Malik Beasley, et comme tu le disais, Caris LeVert pour sortir du banc, dans un autre style que Tim Hardaway Jr., mais sûrement pour prendre un peu les mêmes munitions, et puis Javonte Green, ailier polyvalent, et je trouve que c'est intéressant de l'avoir. Il peut jouer à plusieurs postes, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on peut s'inquiéter, excuse-moi, de la perte de Malik Beasley qui a clairement un impact, en tout cas en scoring. Ouais, grosse saison l'année dernière. Pour eux, est-ce qu'il va leur manquer quelques points pour aller gagner certains matchs? Peut-être. Je sais pas. Après, oui, il ajoute Duncan Robinson, pourquoi pas pour le spacing. Bien sûr, on sait qu'il a un shoot fiable et qu'il va pouvoir rentrer là-dedans. Et après, tu penses que Duncan Robinson, c'est en dessous de Beasley pour le remplacer? Je pense, enfin, sur le shoot peut-être pas, mais en tout cas, de manière athlétique, je le trouve en dessous. Après, voilà, la question, oui, de jouer plutôt au défensif avec Thompson en 3 ou Robinson sur le plan offensif, ça va être un choix que le coach Spoelstra aura à faire. On sait que Bickerstaff. Pardon. J'étais sur Miami, je sais pas pourquoi.
Il serait content, je pense. Si... Ouais, grave. Sûrement à cause de Robinson, d'ailleurs. Oui, je sais pas. Mais effectivement, une perte importante avec leur joueur qui leur apportait des points en la personne de Malik Beasley. Et après, c'est un effectif que malgré tout, j'ai envie de croire au fond, une nouvelle fois, comme on a déjà un peu évoqué, sur la faiblesse de l'Est pour une qualification, pourquoi pas en playoff direct. Moi, je pense que la seule chose qui peut être un petit peu dure pour eux, c'est que cette année, ça sera plus une surprise. Les gens vont les attendre. Maintenant, bon, voilà, ils ont construit quelque chose de solide l'année dernière. Il faut confirmer. On sait que c'est pas le plus facile à faire, hein, confirmer. Mais moi, je les attends à la hauteur et surtout avec Jaden Ivey et la progression qui me semble pouvoir être constante de la part de Cade, je les vois continuer à performer et c'est pour ça que je les ai mis 3e à l'Est. Et comme ça, vous avez mon premier podium pour l'Est cette saison. On a un petit peu bu avant de commencer cet épisode, mais bon. Pas grave. Hein, on va rétablir l'ordre des choses, ils vont finir 6e à l'Est. Ils vont garder leur place. Et tout ira bien pour eux, et ce sera déjà une bonne saison. On en reparlera quand ils seront devant les Atlanta Hawks à la fin de la saison, bien évidemment. On peut continuer de remonter du coup ce classement. Et on arrive sur les Milwaukee Bucks. Petite news de dernière minute qui est tombée avant l'enregistrement. C'est ça qui va changer ton C'est ça qui va changer le fait que je les ai mis premiers. Restez bien jusqu'à la fin. Ne prenez pas en compte ce que je viens de dire. Alex Antetokounmpo, le 3e frère, signe aux Bucks. Alors c'est la première fois de l'histoire que on a 3 frères dans le même roster sous contrat. Mais ce qui est bien, c'est que on n'en a rien à faire en fait, parce que ça ne va rien apporter à cette équipe, tout comme Thanasis ne va rien apporter à cette équipe. Plus sérieusement, ils vont payer leur place au front de court. Et voilà, ça c'est bon. Non, plus sérieusement, les Bucks, quelle descente aux enfers depuis leur titre en 2021, que ça soit la chute de Chris Middleton en termes de physique, le trade de Drew, qui a clairement été dramatique pour eux, entre guillemets, même s'il y en avait à l'époque qui se disaient que c'était une bonne idée via l'arrivée de Lillard, ce que je peux entendre, et on va y revenir un petit peu plus tard. Tendon de Lillard qui est coupé, l'arrivée de Miles Turner pour un peu sauver les meubles. Moi j'ai un petit problème, je voulais qu'on commence par ça, avec le front office de Milwaukee. J'ai l'impression, et je trouve que la news de dernière minute le prouve, que le front office de Giannis, le front office de Milwaukee est prêt à tout pour garder Giannis, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de limite. Ils sont capables de couler leur franchise pour garder Giannis Antetokounmpo. Ouais, c'était en ça que je disais changer d'intro en rigolant, dans le sens est-ce que Giannis va partir. On sait que c'est un truc qui revient depuis la saison dernière pour faire large. Ouais. Alors ils avaient ramené Lillard dans l'objectif justement où Giannis avait demandé la signature d'une grosse star et de ramener un... Il est pas tout blanc dans cette affaire, clairement. Ouais, un potentiel là-dedans, enfin en tout cas pour la franchise. Là où je dis effectivement changer l'intro, c'est que je pense qu'il cherche un... Je sais pas si on peut dire quelque chose comme ça, mais un côté affectif, dans le sens, regarde, on ramène ton frère, regarde, on ramène ton frère. Déjà. Et en mode, tu peux plus trop partir parce que on leur a signé des contrats et du coup, toi maintenant, t'es obligé de rester. Après, pour être impartial, entre guillemets, on va dire qu'ils ont ramené Miles Turner, qui est quand même
pas négligeable en termes d'effectifs. Et pendant cette pendant cette intersaison, est-ce que ça leur suffira? Je ne pense pas. Après, je pense quand même que ça reste un bon move pour eux, dans le sens où Lillard, Giannis, ça n'a pas fonctionné, ou pas eu le temps de fonctionner en tout cas. Et là, c'était quelque chose à faire. En tout cas, en début d'intersaison, on s'est dit, ok, ils font quelque chose en tout cas. Bien ou pas, moi je sais pas comment tu le ressens, mais j'ai trouvé ça pas si mal que ça en termes de réponse du front office. Après, c'est vrai que pour te rejoindre, ils font un peu tout pour garder Giannis, mais sans forcément construire un réel effectif et juste pour dire Giannis est encore là, quoi. Bah, moi, en fait, le move de Miles Turner, comme tu dis, je le trouve intéressant. Il a du sens de ouf. Pour remplacer Brook Lopez, bon, bah, sur le profil, on est quasiment sur du copier-coller, hein, un 5 qui stretch, bon Moins de contreur, mal de dos et plus, voilà, plus jeune, plus physique, etc. quoi. Ouais. Tout ça, pas de problème. Mais en fait, pour moi, cet apport-là, c'est un apport qui a du sens si le reste de l'effectif est costaud autour, tu vois. Aujourd'hui, à part ça, pour moi, les Bucks sont, je grossis le trait, c'est pas les Nets, même si on nous a reproché de pas être très sympa avec eux, mais c'est pas les Nets, mais ils sont un peu à poil, les Bucks. Je veux dire, si tu regardes le starting five potentiel, t'as Kevin Porter Jr., potentiellement Gary Trent Jr., du coup, en 2. Ensuite, soit tu fais starter Kyle Kuzma, mais t'as plus personne qui sort du banc, soit tu mets Taurean Prince, et du coup, ensuite, t'as Giannis et Miles Turner. Bon, c'est quand même archi léger, en fait, quand t'as un joueur comme Giannis, c'est super short, quoi, comme effectif. Et là, on parle du 5 majeur. C'est ça qui est inquiétant, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ça en devient déséquilibré. C'est qu'ils ont un front de courte, ok. Mais après, qu'est-ce que t'en fais? C'est vraiment dommageable pour l'équipe et pour la fin de... Je sais pas si on peut déjà parler de fin de carrière de Giannis, mais j'ai du Sa mal fin à... de carrière aux Bucks. Ouais, peut-être. Mais une nouvelle fois, avec en plus là, la nouvelle signature d'un de ses frères, j'ai du mal à croire que lui derrière va oser partir. Enfin, je sais pas. Ouais, moi j'ai un peu un... Je vais essayer d'équilibrer la balance, puisque j'ai dit que ça me posait problème, entre guillemets, les actions du front office de Milwaukee. Et je comprends qu'ils veulent pas être ceux qui prennent la décision de faire le trade. Et au-delà de ça, tu vas me donner ton avis après, parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser. Je pense que là, aujourd'hui, si tu trades Giannis, c'est dans le but de récupérer des pics, pas de récupérer une star. Et du coup, en fait, bah, je peux comprendre que le front office ne veulent pas y trader, parce qu'en fait, tu vas jamais ramener autant de monde dans la salle et être, même si ça sera pas le top de la compétitivité, mais tu seras pas plus compétitif une fois que tu te seras séparé de Giannis. Et du coup, ne serait-ce que businessment parlant, comme je disais, pour remplir la salle, pour vendre les maillots, etc., bah en fait, eux, ils ont presque tout intérêt à ce qu'ils restent dans l'équipe. Même si derrière, par contre, tu vas sûrement, plus tu attends, moins il va avoir de la valeur, en espérant qu'un jour il parte pas gratuitement, parce que c'est des choses qui sont pas non plus impossibles. Auquel cas, là, t'es Milwaukee, t'es pas Los Angeles ou New York, donc pour ramener une superstar là-bas, c'est autre chose. Donc moi, c'est plus ça. Je me dis, pas bon pour le business tout de suite, malgré tout, est-ce que c'est pas risqué de faire ça? Pas bon pour le business, je sais pas. Pas bon pour aller chercher un titre, peut-être et encore, parce que effectivement, même si tu trades Giannis, en plus on sait que quand c'est une demande du joueur, c'est d'autant plus difficile, ou un souhait du joueur, même si c'est pas clairement demandé de la part de Giannis, mais d'autant plus difficile d'aller récupérer une contrepartie d'une franchise adverse. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est est-ce que tu te dis j'abandonne tout maintenant
et je lâche, et effectivement, je récupère plutôt des pics de draft sur les années à venir, et on relance toute une machine, Mhm. ce qui est quand même difficile. Ils avaient mis 50 ans à gagner un titre, etc. Ouais, mais c'est la seule chose qu'ils ont à faire en vrai, maintenant. Maintenant, je pense que pour leur avenir, oui. Après, une nouvelle fois, et comme tu l'as clairement dit, et assez facilement entendable, c'est que s'ils veulent continuer là à se faire de l'argent, à remplir leur salle et à avoir quelques Mhm. abonnés qui viennent tous les jours voir leur match, si tu le perds, et je pense que c'est d'autant plus compliqué quand tu as eu une expérience il y a à peine un an où Luka Doncic a été tradé et on a vu la réaction de tous les fans de Dallas, comment ça a été vécu. Je pense qu'eux, ils veulent pas trop se mouiller en se disant, bon, vous avez vu, on a gardé la star de l'équipe et on le laisse comme ça. Ouais, c'est clair. En tout cas, parce que du coup, tout à l'heure, j'ai dit que j'allais essayer d'équilibrer la balance, mais finalement, j'ai remis une couche sur la franchise. Je trouve aussi que pour sa carrière à lui, même si je comprends le côté, il veut garder ce truc-là de joueur fidèle, etc. euh, à un moment donné, lui aussi, il faut qu'il bouge. Pour lui, en fait, je trouve que le Hmm. divorce qui doit avoir lieu, ça serait bien pour les deux parties. Bah, Donc je sais pour pas eux, pour le pour qui, assurer c'est un plus avenir de... à la franchise, et C'est ça. lui, s'il veut s'assurer, alors je pense qu'il le sera malgré tout, et tout ça, une carrière Hall Oui, of non, mais Famer. ça y a aucun doute. Euh, MVP, champion, voilà. défenseur. Mais s'il veut agrandir son palmarès et sa carrière tout court, Mhm. oui, il doit partir. Dernière petite recrue de l'été, Gary Harris, bon, pas titulaire depuis 2019 à Denver, même si quand il était à Orlando sur la première saison, ils avaient beaucoup de temps de jeu. N'empêche que ça fait un guard meneur qui a du métier et de l'expérience qui peut peut-être venir l'aider un peu sur le back court qu'on disait, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Euh, Moi, je veux que ça soit l'année de l'explosion. Malgré tout, avec les derniers mouvements, comme tu l'as dit, je suis pas sûr que ça arrive en cours de saison. Et c'est pour ça que je les ai laissés huitièmes. Mais attention, c'est sous condition que Giannis y passe toute la saison. Clairement, moi, ça va être la même chose. Je les ai classés à la 9e place. Et effectivement, bien sûr, avec le niveau que sur Giannis a une équipe et une franchise comme ça, Exactement. En fait, sous juste pour condition qu'il lui, reste dans la c'est ça. franchise, parce que s'ils explosent totalement, et lui le premier, si lui il part, Mhm, ça va dégringoler encore beaucoup plus bas. c'est clair. On enchaîne avec leurs meilleurs ennemis de ces dernières saisons, des équipes qui Même pendant s'apprécient les pas trades, tu beaucoup, vois. mais Même qui, pendant. même pendant les trades, ils se font des coups foireux. On parle évidemment des Pacers d'Indiana. Moi, les premiers trucs qui me viennent, c'est quelle tristesse en fait ce qui se passe pour cette équipe, parce que putain, les mecs, ils vont même pas pouvoir défendre leur titre de champion de conférence, parce que c'est un titre. Et du coup, en fait, tu peux même pas assurer. Tu vois, t'as la saison où ils créent la surprise en playoff, où personne ne les attend arriver jusqu'à ce niveau-là, sauf certains qui avaient annoncé un parcours potentiel comme OKC avec Tyrese Haliburton. Je vais pas revenir là-dessus, je me suis assez, voilà. Non, mais plus sérieusement, enfin, il t'arrive un truc comme ça, et pendant ces finales, rupture du tendon d'Achille de ton meilleur joueur, superstar. L'été qui suit, ton pivot qui refuse de refuser et de faire l'effort financier. Et du coup, ben, c'est tout qui s'écroule en fait à Indiana. Bah, oui, ça va être très compliqué. D'autant plus qu'on n'a pas du coup la date de retour de Tyrese Haliburton et on sait que ça peut être long un tendon d'Achille. Ah, surtout quand tu te blesses en finale, Ah, c'est que t'es au bout du bout. Ouais. t'es au bout du bout, donc Donc vaut t'es mieux se encore blesser en moins mars. proche Quoi. de C'est reprendre. ça. Enfin, t'as moins de temps de repos en tout cas Hmm. sur ton intersaison. Effectivement, bah, comme on vient juste de l'évoquer, bien sûr, ils perdent Miles Turner, qui assurait
l'opposé des postes avec le meneur jusqu'au poste de pivot. Ça fonctionnait bien ensemble. Ils avaient un rythme de jeu qui était adapté à leur effectif, avec Pascal Siakam, où c'était très sur de la course, etc. Et Bah, surtout sur tes 3 pièces principales, t'en perds 2, quoi. ouais, oui. Et il reste Siakam. Alors Siakam, on a toujours dit du bien, et c'est un mec sûr. qui assure, etc. Mais tout seul, après, Ça va être plus à compliqué. nuancer ce que je viens de dire, tout seul, il reste du monde. Oui, parce qu'on Euh, va revenir dessus. Et justement, je voulais avoir ton ressenti un peu sur ça. Parce que pour moi, dans l'Est de l'année prochaine, je vais pas donner mon pronostic tout de suite, mais si on prend leur starting five potentiel comme on a fait pour les autres équipes, alors McConnell est blessé pour au moins le premier mois de la saison apparemment, mais du coup on devrait avoir Nembhard qui va starter puisqu'il a déjà beaucoup joué les saisons précédentes, Mathurin, Nesmith, Siakam, et ensuite sûrement Isaiah Jackson, pardon, qui était blessé la saison dernière, quasiment toute la saison. Et puis après, bon, t'as J.F. qui est arrivé en provenance de Memphis, qui est un pivot, etc. Mais je pense que ça sera Jackson qui va starter. C'est un joueur plus jeune sur lequel les Pacers misaient avant sa blessure, donc je pense qu'il va starter. Je me dis, dans cette conférence S qui est décimée la saison prochaine, y compris chez les Pacers, mais je me dis que c'est une équipe qui peut avoir du sens, tu vois. Ne serait-ce que par ce que tu as abordé juste avant, le fait qu'ils aient un style de jeu qui leur est propre, même si ça va pas être la même chose forcément sans Haliburton comme lampe de rancement, mais je pense que ça peut fonctionner un minimum. ouais. Dans leur malheur, alors, pour revenir sur TJ McConnell, oui, moi je le préfère sorti de banc, un peu ouf quand il rentre, courir dans tous les sens. L'impact, ouais. Voilà, alors certes avec la blessure, pourquoi pas, qui pourra starter, etc. Ce que je voulais dire dans le sens où dans leur malheur, ça peut leur être bénéfique, surtout à un joueur, je pense, c'est au développement d'Andrew Nembhard. Je pense que ça peut lui donner plus de responsabilités, plus de shoot, un peu plus de scoring. Et on sait que c'est un mec qui est encore en développement, il est seulement dans sa 3e année, etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci particulier avec le niveau qu'il pourrait avoir. On sait, et enfin on imagine en tout cas, ça va pas être au niveau de la Haliburton quand il est vraiment dedans. Mais si on voit peut-être sur un peu plus long terme, en se disant qu'il y a un retour d'Haliburton pas trop tard dans la saison, qu'il y a eu un développement de Nembhard et que le retour d'Haliburton se passe sans encombre, avec une bonne transition, avec ceux qui étaient en train de jouer et tout, ok, peut-être que ça peut être bénéfique pour l'effectif, sans dire que, bien sûr, si Haliburton était là, ils n'auraient pas été plus haut au classement plus tôt dans la saison. Oui, bien sûr. Mais peut-être sur le développement de certains joueurs. Après, pour revenir, oui, sur le poste de pivot, à voir le positionnement de Jackson. En tout cas, c'est pas Wiseman qui va faire le taf à la place de Turner au poste de pivot. Donc, c'est un peu le point d'interrogation qu'on peut avoir sur cette équipe. Est-ce qu'ils auront un mec qui assure en poste 5, quoi. Ouais, clairement, j'ai pas envie de formuler ça comme ça, mais pour essayer de synthétiser un peu le truc, j'ai presque l'impression que à l'instant T, le départ de Miles Turner va être plus préjudiciable que l'absence de Tyrese Haliburton, dans le sens où ils ont moins de monde pour le remplacer. Je dis pas que Miles Turner était un joueur plus important qu'Haliburton, mais en tout cas, dans leur roster actuel, ils ont plus de joueurs pour pallier à cette absence. Ils ont aussi enregistré l'arrivée de Cam Payne. C'est pas des joueurs qui vont starter, mais si tu veux, ils vont pouvoir relayer du monde en fait pour prendre la place d'Haliburton, alors que j'ai l'impression que le départ de Miles Turner va vraiment être dur à couvrir. Et d'ailleurs, on sait que ils avaient été un peu surpris qu'ils signent pas avec eux
même s'il lui offrait moins, que les Bucks en pensant que lui allait s'inscrire dans la durée en fait du projet et allait accepter de signer même avec une offre moins importante. Après peut-être que lui aussi il s'est dit les gars, moi tous les ans je suis dans les rumeurs de transfert. Cette année je suis pas dans les rumeurs de transfert, mais c'est moi qui Mais me je barre. vais signer moi. Exactement. Après, pour nuancer vite fait, on peut se demander si à l'Est, oui, il y a un gros secteur intérieur des autres franchises. On est revenu vite fait sur le cas Bam Adebayo, qui peut être un des intérieurs qui pourrait leur poser problème, ou Karl Anthony Towns. Mais sinon, sur le secteur intérieur de l'Est, je Les me Bucks. dis que ça peut être léger. Oui, et du coup, les Bucks. Je me dis que ça peut être un peu léger et Ouais. que ça peut un peu compenser leur manque d'un vrai poste 5 sur la faiblesse des autres équipes. Mais ça reste à voir, c'est pas une vérité absolue, quoi. Ils auront peut-être en plus la possibilité de bouger en cours de saison avec des mecs comme Obi Toppin, etc., qui ont de la valeur, même si je pense que Obi Toppin a plus de valeur aux Pacers qu'autre part. Donc je lui souhaite de rester. Moi, en attendant, comme on l'a dit au départ et en parlant le long du développement, c'est une équipe que je vois continuer de fonctionner. J'ai toujours confiance en ce coach qui est Eric Carlisle. Et du coup, je les ai classés 6e à l'Est cette saison. Ouais. Moi, je les ai encore mis assez haut par faiblesse, peut-être de l'Est une nouvelle De fois, la mais je les ai concurrence, laissés ouais. je les ai laissés à la 4e place. Dans, Ok. dans l'objectif et l'espérance qu'un Liberton ne revienne pas trop tard et que le reste de l'effectif, Aaron Nesmith, Shepard, C'est vrai qu'on n'a Mathurin, même pas parlé de Nembhard, Shepard, mais voilà, qui continuent à faire le taf et continuent eux aussi leur développement, parce que ça reste eux aussi des jeunes joueurs. ouais. Comme d'habitude, milieu d'épisode, on prend l'avion, on s'en va à l'ouest. Même si Minnesota, c'est pas tant à l'ouest que ça, si on y réfléchit bien. Mais en attendant, direction les Timberwolves de Minnesota. C'est une équipe pour laquelle j'ai du mal à m'ambiancer. C'est une équipe qui est solide. Ils sortent de 2 finales de conf d'affilée. C'est une équipe qui est athlétique, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a des bons principes. Mais j'ai l'impression, tu vas me dire si tu as le même ressenti, qu'on tourne en rond un petit peu sur leur projet. Et j'irais même un petit peu plus loin. Est-ce que le prime de leur projet est pas derrière eux finalement? Peut-être que oui. Pour revenir un peu plus largement, sans m'étaler tout de suite sur le cas Anthony Edwards, mais moi j'ai toujours une forme de réticence par rapport à lui. Pas du tout son talent, non. Laissez-moi finir. J'ai même Non, pas mais ça me fini fait ma- rire parce que je l'ai noté plus tard dans mes notes, on va en reparler. Non, en vrai, pas du tout son talent, mais je l'ai déjà expliqué, si vous avez vu les autres vidéos, le, le sérieux qu'il peut avoir, je sais que c'est un peu dans son style, et pourquoi pas, de jouer un peu en détente, toujours en rigolade, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer ce cap d'un moment vraiment de rigolade, et pourquoi pas dans son style habituel, mais à un moment, il faut que tu sois focus, et moi je le sens moins focus quand il fait un peu, voilà, ces phases comme ça. Ça reste un Mais point de vue assez perso, et après pour revenir sur ce que tu disais sur le prime de Minnesota, on peut se demander, oui, si Rudy Gobert n'est pas trop vieux, si Mike Conley n'est pas trop vieux, et ça commence à se poser des questions. Ils sont pas non plus juste avant leur retraite, mais
peut-être qu'il commence à avoir une forme de déclin. Mike Conley en est beaucoup plus proche en tout cas que Rudy clairement. Gobert, mais Rudy Gobert est un grand, donc les grands ont plus de mal à perdurer dans la ligue qu'un mec qui est plus petit et qui aura moins d'impact sur son physique sur une question naturelle, quoi. Ouais, c'est clair. Effectivement, moi, pour revenir sur Edwards pour commencer, j'ai rigolé parce que j'avais marqué Edwards, à mon sens, potentiel illimité et pour moi leader de ouf, même si je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, Moi, c'est dans le sens où oui, je vois le côté, comme tu dis, qui rigole, etc., focus, mais en fait, quand il arrive en match de playoff où il faut faire gagner des matchs, il fait gagner des matchs. Et c'est dans Il ça que les je a trouve fait, que, etc. C'est pour voilà, ça que je dis c'est plus un ressenti perso et peut-être d'attitude. Ouais, ouais. voilà, peut-être que c'est ma Je vois manière ce de que. voir les choses et peut-être qu'elle est complètement erronée, hein, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un ressenti vraiment beaucoup plus personnel et je me dis qu'il pourrait être encore mieux s'il était focus. Et c'est ça qui me Ouais, dérange. qui est frustrant, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai l'impression que. euh, m- en fait, ce qui me convient. En fait, ça me poserait problème si son équipe le suivait pas. Et j'ai l'impression que, même comme ça, tout le monde est OK, c'est toi le leader et on suit. Tu vois, ça me poserait plus de problèmes si les mecs avaient du mal à emboîter le pas derrière et à le suivre dans ces trucs. Euh, pour revenir sur l'autre partie, je vais vous donner le starting five potentiel selon nous. Mais je pense que pour le coup, c'est une des équipes où il n'y a pas trop de surprises. Et comme ça, je vais un petit peu m'écarter du sujet en parlant justement de Conley et Gobert. Donc, Conley à la main, Edwards en 2, McDaniels en 3, Randle en 4 et Gobert en 5. Moi, je trouve que, comme tu dis, moi, j'irai encore plus loin. Il faut dissocier un petit peu Conley et Gobert parce que pour moi, Gobert, ça va. On est encore dans ce qui est acceptable, etc. Je trouve que Conley, ça commence à être vraiment très compliqué. 2025-2026, pour moi, ça y est, il faut trouver une autre solution pour la main. C'est un peu fort de dire ça, mais pour la main en saison régulière, pourquoi pas, mais je trouve qu'en playoff, ça devient compliqué. Tu vois, il faisait partie des très bons défenseurs. Il est toujours un défenseur correct parce que c'est un joueur intelligent, mais physiquement, tu commences à sentir le poids des années. Et c'est en ce sens-là que je disais, moi j'ai l'impression presque que le prime de leur projet, c'est quand ils avaient Karl Anthony Towns, en fait, tu vois. Randle a fait des très bons playoffs l'année dernière, mais j'ai l'impression que en fait, à cette époque-là, Conley était plus en forme, Gobert avait un parfait complément, et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un petit peu derrière eux. Je sais pas ce que t'en penses, mais Ouais, juste du coup vite fait sur le cas Randle, ouais, comme on l'a dit plusieurs fois, agréablement surpris malgré tout oui, du remplacement mhm. Karl Anthony Towns enfin, sur ce trade. On va pas s'étaler dessus. Après, Mike Conley, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, vieillissant. Le seul truc, c'est qui tu mets. Tu mets DiVincenzo, qui, à mon sens, Non, en n'est pas fait, un meneur. ouais, j'irais Euh, presque sur Rob Dillingham en fait, qu'ils ont drafté l'année dernière, qui, soi-disant, il y avait des très grosses attentes et qui a pas joué du tout. Donc peut-être que bah il n'était pas encore apte à jouer en NBA. On sait que des fois c'est. Mais en tout cas, il n'a pas eu sa chance. Bon là, il a joué un peu sur la pré-saison. On sait que ça veut pas dire grand-chose. Mais je commencerai à lui donner des minutes en tout cas. Si je veux que ça soit pas un projet qui soit que vieillissant, tu vois. J'essaierai en tout cas de lui donner du temps de jeu, quoi. hmm. Peut-être que ce sera le cas cette année, à voir en termes de coaching Ouais, ce qu'ils font. Après, Mike Conley a de l'expérience. Est-ce que la compensation du niveau athlétique des autres joueurs peut suffire? peut-être. J'ai des doutes quand même. Mais bon, ça reste une équipe fun à regarder, enfin, surtout avec Anthony Edwards et le Hmm. spectacle qu'on peut avoir. Donc, après, effectivement, ils ont été jusqu'en finale de conf à 2 reprises. Est-ce qu'ils arriveront à reproduire? Je sais pas. Moi, il y a un dernier truc que je me demande, et ça, c'est vraiment
peut-être juste une question d'a priori extérieur et je sais pas si tu ressens ça de la même manière. Euh, Quand Karl Anthony Towns est parti, on sait que c'était des aspects financiers qui les ont fait monter ce trade. Et moi, de ce que j'en vois de l'extérieur, je suspecte presque que, en fait, le front office, euh, je les suspecte presque de ne pas vouloir vraiment dépenser leur oseille et se donner le moyen de leurs soi-disant ambitions. En fait, j'ai l'impression qu'ils se disent, écoute, on a une superstar, on fait des finales de conf, mais en fait, pour nous, Minnesota Timberwolves, ça nous suffit. On ne veut pas aller payer de la luxury tax ni quoi que ce soit. On s'en fout de pas aller chercher un titre. On sait que pour les amateurs de basket comme nous, ça peut paraître suspect, mais il faut pas oublier que c'est un business, que c'est une question d'argent. Et peut-être que les mecs, en fait, ils n'ont pas envie d'aller plus haut que ça et que pour les Wolves, bah, c'est déjà convenable, en fait, d'avoir ce type d'équipe, tu vois. Moi, j'ai ce ressenti-là, en C'est une tout cas. question qu'on s'était posée et Ouais. qu'on a parlé dans une vidéo précédente. C'est Mhm. justement, est-ce qu'il y a des franchises qui cherchent à tout prix la rentabilité et sans chercher à devenir une grande franchise de NBA On en dans avait parlé aussi l'histoire? pour les Grizzlies. Et les Grizzlies, voilà, c'est Mm. des franchises que tu vois. Alors Minnesota peut-être un peu moins, qui sont remontées là ces dernières années, mais des franchises middle voilà, qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à faire des playoffs avec souvent une grosse star, que ce soit Kevin Garnett ou maintenant Anthony Edwards. Ouais. Et peut-être que ça leur convient suffisamment, qu'ils arrivent à être rentables si on parle sur un plan purement comptable, et qu'en gros, ils s'arrêtent à là, et ils cherchent pas effectivement forcément un titre, et ils cherchent toujours voilà, une qualification en play-off, quelques matchs diffusés à la télé avec des droits TV, et ils s'en arrêtent là. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça leur suffit en fait en retombées financières et médiatiques quelque part. Après, le risque avec ça, c'est frustrer ta superstar et après, on sait comment ça se finit. Et tu peux mettre beaucoup de temps à revenir. Exactement. En attendant, avec tout ce qu'on a dit sur eux et le fait que ça soit toujours une équipe solide, et où est-ce que tu les as classés à l'Ouest? Bah, malgré tout, j'ai envie d'y croire un petit peu, et je les ai mis jusqu'à la 5e place. Moi, je pense que c'est une équipe qui va effectivement gagner des matchs. Et du coup, je fais ce que je veux. J'ai fait une entorse au règlement parce que c'est notre podcast et c'est nous qui décidons. Je les ai mis 6e. Et du coup, oui, je modifie ce que j'avais mis la semaine dernière. J'avais mis Memphis en 6 et du coup, j'inverse les postes. Je mets les On peut Wolves en modifier 6. jusqu'à quand? Jusqu'au All-Star Game ou... Mais tu fais ce que tu veux, mon grand. C'est toi le chef ici. Il n'y a pas de problème. Non, mais en tout cas, oui, en ayant retruc dessus, etc., c'est vrai que je me suis dit, j'ai plus confiance en cette franchise et en ce 5-là qu'en celui des Memphis Grizzlies. Peut-être qu'à la fin de l'année, on me dira, tu vois, t'aurais pas dû changer. Toujours est-il qu'on va enchaîner. Il y avait juste un dernier truc que je voulais dire sur cette équipe, et peut-être qu'on va se dire que j'en fais trop parce qu'on en a déjà parlé de l'année dernière, mais cette année, ils ont perdu Nickel Alexander-Walker. C'est le seul joueur avec McDaniels qui a joué 82 matchs la saison dernière. Il est 6e ou 7e des joueurs qui ont cumulé le plus de minutes par match. Moi, je trouve que c'est une très grosse perte pour eux, Oui, pour c'est une la saison à venir. Tout à fait. Merci de la mention. Vous serez réinvité au prochain épisode. Important de parler de ces joueurs-là qu'on néglige un petit peu. En parlant de joueurs qu'on néglige, il y a des joueurs qu'on surcote. Il y en a peut-être dans l'équipe dont on va parler juste après, n'en déplaise à certains. On va parler... Pardon. Non. James Harden, ne te sens pas visé, mon grand. Du coup, vous l'aurez deviné, on va parler des Clippers, qui ont fini du coup égalité l'année dernière avec les Lakers et les Nuggets en 50-32. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Je commence rapidement. Je sais que c'est quelque chose qu'on a entendu souvent ces dernières années, mais cette année, je trouve que les Clippers, ils ont vraiment une équipe de ouf. En termes d'effectifs, au moins sur le papier. Après, on va développer. Mais je trouve qu'ils ont vraiment une équipe de ouf. Si tu joues à NBA 2K 2018. Ah, même.
Non, Même c'est au-delà une de ça. petite blague. Non, mais On amorce. non, mais parce On que amorce. c'est vrai, c'est sorti en plus que c'est l'équipe la plus vieille. Ah non, il y a les Warriors, je crois, qui sont plus vieux qu'eux, mais c'est normal, les Warriors, ils sont, c'est les pads. Mais ils font partie des équipes les plus vieilles, mais ouais, je trouve que sur le papier, c'est en termes de profondeur, je, je pense que c'est une des équipes. Allez, je vais être large, top 3, top 5 des plus deep de la Hmm. NBA, je pense. En tout cas, tu retrouves des noms, en tout cas, dans tous les sens. Hmm. Avec des stars, Chris Paul, Bradley Beal, James Harden, Kawhi Leonard, Brook Lopez qui est arrivé, John Collins qui est arrivé, Mhm. et la présence de Zubac. On va revenir sur tout ça. Ouais. Moi, ce que je veux en dire déjà, c'est que Zubac, je pense qu'il arrive pas loin de son prime, et je pense qu'une nouvelle fois, comme un peu tu viens de faire avec Nick Alexander Walker, mais Plus haut, dans hein. un style totalement différent, parce qu'il est dans le 5 majeur, Ouais. etc. Euh, je pense que c'est un des joueurs les plus sous-cotés, quoique Mhm. il finit Ouais, c'est ce que actuellement j'allais dire. Ça commence à. Ouais, c'est vrai. par récupérer un peu une cote. Ouais. Je pense, toute proportion gardée, que c'est un peu un mini Jokic, beaucoup moins passeur, mais sur l'impact physique, au rebond, sur la capacité à mettre des points quand même près du cercle et tout. Ouais. Je pense qu'on néglige un peu son impact pour cet effectif et même dans la ligue de manière générale. Ouais. Moi, clairement, j'avais aussi préparé un passage sur lui, beaucoup moins génial dans le sens génie, moins de shoot hein, forcément que Jokic, mais pour moi, dans la hiérarchie à son poste, si tu considères un Embiid blessé et hors du truc, et peut-être même s'il est là, je pense que Zubac est un top 5 à son poste actuellement. Mm. Donc vraiment, comme tu disais, comparativement à Nickel Alexander Walker, c'est vraiment encore un cran au-dessus. Et pour être parfaitement complet sur le poste de pivot, tu as évoqué son nom rapidement, il va en plus avoir un remplaçant cette année. Pour moi, Brook Lopez, ce n'est plus un titulaire NBA, mais par Non, contre un backup de Zubac. non, non. Je trouve Ouais, ça c'est très bien. parfait. Un style un peu différent. Et en plus, ça t'apporte de la variation, effectivement. C'est ça, un style un peu plus différent, capable de shooter, euh, aussi gros rebondeur et bon défenseur. Enfin, ça, Mhm. c'est un peu le cas des deux, d'ailleurs. Mais franchement, oui, là, pour le coup, en termes de profondeur de banc sur un poste 5, si Brook Lopez en forme, je sais pas si on peut faire mieux dans la ligue Ouais. actuelle. On va essayer de compléter ce starting five potentiel. On a commencé un petit peu dans le désordre parce que cette équipe, comme on l'a dit, il y en a dans tous les sens. Et dès le 5 majeur annoncé plus ou moins, il y a déjà des interrogations. Harden en 1, forcément. Bill ou Dunn en 2, Derrick Jones Jr. en 3, Kawhi en 4 et Zubac en 5. C'est une des versions qui est sortie. On a aussi une version avec John Collins de titulaire qui permettrait à Kawhi de repasser en 3 comme à ses meilleures années. Et du coup, on aurait un front de courte, Collins, Kawhi, Zubac, qui, moi, m'intéresse pas mal. Même si, du coup, ça réduit un peu l'impact de ton banc. Je sais pas quel choix tu ferais, mais je trouve ça intéressant. Il y aura effectivement une réduction d'impact sur la sortie de banc. Mhm. Moi, le seul truc qui m'intéresserait de voir, c'est justement cette combinaison que pourraient avoir ces trois joueurs et même les Ouais. cinq. Voilà, je pense que John Collins est aussi un peu passé aux oubliettes, etc. Oui, oui, tout à fait. Avec son passage à Utah notamment, on sait que c'est pas des franchises très en vue en ce moment.
Quelle On ne politesse. Vraiment, bravo. Bravo, monsieur. C'est du politiquement Non, non, correct, non, ça. c'est très beau. Monsieur Le Cornu, bienvenue. Enchanté, enchanté. Tu vas Je pas rester démissionne. Non, longtemps, je reviens. normalement. Non, On sait pas encore. Toujours est-il, pour faire un peu plus sérieux, que Mm. oui, ils ont un très bel effectif. Pour revenir sur le cas Chris Dunn, Bradley Beal, Ouais, c'était la deuxième question. je, je sais pas si tu peux, même s'il y a eu une saison compliquée l'année précédente, mettre Bradley Beal sur banc pour mettre un Chris Dunn en tant que starting five. Pour moi, ce serait plus une question d'équilibre. Sur Mais, l'équipe, mais il ok, faut que Bradley Beal ait compris qu'il a le droit de sortir voilà. du J'allais banc dire et sur que la c'est pas. Voilà. capacité à intégrer C'est que peut-être tu plus veux compliqué. être bénéfique pour ton équipe, Oui, pas sûr que la personne de Bradley Beal soit capable de le faire. c'est vrai. Et c'est dommage parce qu'en sortie de banc, une nouvelle fois, ça pourrait. Hmm. Alors, le but, c'est pas d'avoir une meilleure équipe sur le banc qu'en titulaire, Non, mais on je n'en trouve est pas que ça là. pourrait apporter. Et du coup, le fait de mettre Kawhi en poste 3, il y en avait qui voyaient aussi la possibilité, effectivement, de faire jouer, alors, éventuellement Derrick Jones Jr. en 2, mais moi, je préfère pour le coup le garder en 3. Et puis après, il y a un joueur qu'on n'a pas encore cité, mais qui a Hmm. aussi son mot à dire, c'est Bogdanovic, en fait. Bogdanovic qui peut rentrer, Qui peut apporter entrer, des qui peut points, jouer 2, et qui peut aussi jouer deux. À la tu limite, vois. oui, si on rentre dans le débat de Chris Dunn ou Chris Paul, bah, je pense que Bogdanovic peut lever la main. Euh, Chris Dunn ou Bradley Beal, parce que tu as dit Chris ou Dunn Bradley ou Beal. Chris Paul. Ouais. Euh, Mais on va en c'est parler juste après. ce qu'il y a, c'est que vraiment, comme tu disais un peu au début, c'est qu'ils ont un effectif ultra complet. Mhm. L'interrogation principale, c'est voilà, est-ce que tout ce vieillissement de chaque joueur interroge? Ils ont encore une nouvelle fois celui qui est toujours sous-estimé, même si on sait que son impact est de moins en moins important, mais la présence de Nicolas Batum, mais on sait Mhm. que son coach compte sur lui tous les ans et que c'est un joueur qui a un gros QI basket et qui peut apporter à l'équipe. Après, sur cette rotation au poste 3, il va avoir aussi la santé de Kawhi qui va rentrer en jeu. Bien sûr. Je trouvais que sa réintégration l'année dernière s'était bien passée, Ouais. que c'était moins choquant que les années précédentes et j'avais l'impression en tout cas que l'effectif, la franchise, tout euh, le coaching staff avait moins d'attentes sur un retour Mhm. de Kawhi et qui s'était Il dit disait ok pas on tout joue sur sans lui, ouais, lui c'est ça. Ouais, et on voit ce que ça donne s'il revient. c'est clair. Donc pourquoi pas. Dernier joueur dont il faut évidemment parler, puisque c'est le retour à la maison de Point God, c'est Chris Paul, qu'on annonce bien évidemment vieillissant aussi, mais Chris Paul la saison dernière il joue 82 matchs, alors pas avec beaucoup de minutes, mais en fait quand tu as un Chris Paul qui là à mon sens c'est sûr et certain va être backup, bah en fait quand tu as Chris Paul qui vient remplacer Harden, mais au moins tu as 48 minutes de playmaking d'assurer sur le match de très haut niveau, en fait, même vieillissant. Je veux dire, c'est des mecs qui vont assurer le, l'osmose du jeu, etc., de la meilleure des manières. Je trouve que c'est vraiment un super apport pour le coup. Avec un mec comme Harden qui joue beaucoup de minutes, mais qui peut avoir tendance à se blesser. En fait, le jour où les Clippers s'y commencent, la feuille de match à tombe, et on te dit, bon, ce soir, il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas James Harden, ouais, ok. Mais du coup, bah, on a Collins, et puis on a Chris Paul sur le poste 1 pour mener le jeu, et il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien avoir ça. Clairement, je pense pas que ce soit une des franchises quoi, le plus inquiet pour les potentielles blessures à venir. Ouais. Vu une nouvelle fois la profondeur de banc. Et pour revenir, oui, sur le cas Chris Paul, c'est très bien. En plus, il retombe dans la franchise, pas sa première franchise, mais un peu la franchise où il a fini de créer son mythe, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et oui, en intelligence de jeu,
Et en tant que meneur de jeu, c'est parfait pour les Clippers. Et ça va tourner, il y aura des passes dans tous les sens. Ça, ça devrait pouvoir fonctionner en tout cas. C'est clair. Juste deux choses pour finir. Vous aurez remarqué qu'on n'en a pas parlé puisqu'en fait on n'en sait pas grand-chose actuellement. On sait que Kawhi a pas mal de démêlés aussi avec la justice en ce moment. On connaît pas trop les affaires, etc. Donc pour l'instant on est parti du principe effectivement qu'il ne serait pas embêté et on verra sur le reste de la saison. On a déjà du mal à se concentrer quand il y a de l'histoire de ses blessures, de ses genoux, etc. On va pas prendre un élément supplémentaire dans le calcul de la saison des Clippers. Si on reste vraiment sur le départ de Norman Powell. Ouais. On vient de le dire, un gros effectif, donc potentiellement des remplaçants, pas de souci, oui. Mais un départ d'un joueur important qu'ils avaient eu la saison précédente. C'est clair. Qui est remplacé numériquement, entre guillemets en tout cas, par Bradley Beal en poste et en termes de rôle sans doute, à voir si effectivement il aura le même impact. Moi, je sais qu'on a été très souvent, trop souvent déçu avec les Clippers, mais pour moi, même si Kawhi joue que 50 matchs cette saison, comme il a l'habitude de faire, je trouve que tu peux faire 32 matchs sans Kawhi et t'en sortir correctement, même à l'Ouest. Je les vois vraiment être très forts sur la saison régulière. J'aurais peut-être pas le même son de cloche au moment des playoffs, on en reparlera à ce moment-là. Mais moi, je les vois vraiment très haut pour cette saison régulière. Je les ai mis 3e. Ok. Et oui, monsieur. Et oui, monsieur. Je quitte ce podcast. Et oui, monsieur. Je reviens pour monsieur Le Cornet. Monsieur Le Cornet. Non, je les ai mis à la 7e place. Si vous voulez un peu l'explication, c'est les Memphis Grizzlies juste devant, donc c'est avec l'épisode précédent, si vous voulez aller le voir, si vous ne l'avez pas encore check. Ça va jouer à pas grand chose à mon sens. Ils pourront très certainement passer directement le cap playoff sans passer par la case play-in. Mais pour moi, actuellement, je les classe 7e. Et moi, accessoirement, je ne change pas de classement en cours de preview. Hein. Très bien. Je préfère changer que faire des choix. Ah là là. Aïe aïe aïe. Il y a une équipe dont on va parler. Maintenant. La dernière de cet épisode. La dernière de cet épisode. Qui ne fait donc pas partie des favoris. En tout cas, qui n'ont pas fini saison l'année dernière. Exactement. Suspense. Parce qu'il y en a qui mettent les Clippers 3e. Donc peut-être qu'ils ne seront pas 3e. Peut-être qu'ils ne seront pas 3e. On va parler des Denver Nuggets. Qui, l'année dernière, ont chuté en play-off contre l'équipe qui est devenue championne, derrière, qui les ont quand même emmenés en 7 matchs, avec des joueurs amoindris. Pour moi, le plus bel intersaison de cet été. Au moins dans le top 3, mais pour moi, c'est l'intersaison que j'ai préférée. Dans l'épisode précédent, on va revenir après sur le starting 5 potentiel, parce que vous le connaissez à peu près déjà tous pour ceux qui suivaient la saison dernière, à l'exception d'un joueur. La semaine dernière, dans notre épisode, quand on parlait des Hawks, on parlait d'avoir un effectif optimisé pour Trae Young. Bah là, je trouve qu'on a un effectif optimisé pour Nikola Jokic, et c'est quand même une autre unité de mesure, si vous voulez mon avis. Je sais pas ce que tu en penses déjà sur cette... On joue pas dans la même cour du nombre de titres de MVP. On joue pas dans le... Voilà. Hein, c'est pas la même classe. Je nuance tout de suite sur un point, même si le reste de l'effectif est... Et bien sûr que tu vas être d'accord derrière, il n'y a pas de sujet, mon petit gars. Je fais ce que je veux. Ok. La présence de Jonas Valanciunas dans cet effectif, je me demande juste
pourquoi. Ah non, On va y revenir, etc. non. Mais comment et pourquoi tu l'apportes dans un même effectif que Nikola Jokic? Puisque Parce que je Jonas pense... Valanciunas est arrivé à un stade où il va être remplaçant et on aura enfin un pivot qui sert à quelque chose quand Nikola Jokic n'est pas là, ce qui est catastrophique les saisons précédentes. C'était la fin de ma phrase. C'est la Oh non, je question, pourrais du pas coup. tenir. Les deux, je pense que de manière un peu unanime, ne joueront pas ensemble. Non, c'est sûr. Et je ne verrais pas l'intérêt d'avoir deux mecs aussi grands, même si Nikola Jokic, je le trouve pas, mais pourrait jouer 4, Non, non, puis de toute façon, t'as Aaron mais Gordon, voilà. il n'y a pas de. C'est clair. Et voilà, je ne pense pas du tout. C'est juste, je me suis interrogé, effectivement, il est sûrement plus à son prime, etc. Donc peut-être oui. Alors c'est sûr qu'en termes de pivot remplaçant, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait la doublette Zubac, Brook Lopez, on est aussi sur une très belle doublette Voilà, oui, oui, oui. actuellement. Clairement. Starting 5 du coup de cette équipe, j'ai pas mis potentiel parce que cette fois-ci il n'y a pas trop d'interrogations. Jamal Murray au poste 1, Christian Brown sur le poste 2, Cam Johnson en 3, Aaron Gordon en 4 et Nikola Jokic en 5. Je pense que là on est d'accord sur celui-ci, il n'y a pas trop Ça va. de débat. Du coup, fin du project. Yeah. Bien, Project évidemment, American quand on fait Boy. des podcasts sur la NBA, Yeah. normal. Fin du projet MPJ. Enfin Ouais, qui n'aura jamais vraiment pris. Ils ont été champions avec lui, etc. Il n'y a pas tout qui est acheté, on est bien d'accord là-dessus. Mais il n'a jamais atteint le plafond des attentes qui étaient mises sur lui. Il a atteint les planchers, ils ont gagné parce que il a été bon quand ils ont gagné, mais il n'a jamais atteint le potentiel qu'on lui espérait en tout cas. Non. Je sais pas si Ça t'en as une me réponse. va parfaitement comme réponse. Et du coup, je vais faire la suite parce que ça te permettra de rebondir Allez-y. plus. Pour moi, Cam Johnson est un bien meilleur défenseur. C'est un très bon joueur de catch and shoot. Et il a pas encore joué dans cette équipe, mais moi j'ai l'impression que je l'ai déjà vu jouer. Tellement ça semble logique en fait la manière dont ça va cliquer facilement en fait avec le reste de l'effectif pour moi. Oui. Voilà. Fin On de enchaîne. débat. Il y aura Non, peut-être. oui. Non, je crois beaucoup plus en Cam Johnson que en Michael Porter Jr. C'est une très bonne idée d'avoir fait ce trade Ouais. pour les Nuggets. D'autant plus effectivement que tu parlais rapidement de leur intersaison qui a été très réussie et productive. Donc on a parlé de Valanciunas. Ils viennent du coup récupérer Tim Hardaway Jr. Bonne pioche aussi, je pense. Et puis il va Et faire voilà. ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire que quand il va rentrer, on va lui dire dès que tu Shoot. peux, shoot. Ouais, c'est clair. L'outil n'a fait rien d'autre. Ils ont un 5 majeur tout à fait correct. Et j'espère, et je pense que ce sera le cas, que le développement de Christian Brown va continuer. Et du coup, qui apportera encore plus à cet effectif. Oui, je crois en Denver. Je crois. Effectif qui en plus a du coup grandement l'habitude de jouer ensemble, qui vont être coachés par quelqu'un d'autre que Mike Malone qu'ils avaient eu les saisons dernières. On a Adelman qui est arrivé du coup juste avant les playoffs. Les joueurs ont plutôt l'air d'être ok avec ça, notamment les leaders que sont Nikola Jokic et Jamal Murray. Ils avaient l'air d'être plutôt à Alors suivre qu'ils avaient un effectivement. très bon relationnel, enfin surtout Oui, Jokic. ouais, clairement. Et enfin, du moins, c'est l'image qu'on C'est ce en qui avait. paraissait en tout cas même de l'effectif, oui, de manière générale. Exactement. Donc c'est vraiment un peu l'interrogation qu'il va y avoir cette saison. Et puis un petit peu, bah,
l'interrogation, là où on a un petit peu moins où on est moins sûr, c'est l'état de santé de Jamal Murray qui a un peu laissé à désirer ces dernières saisons, quoi. Ouais, ça a toujours été un peu le cas déjà avec lui. Et oui, peut-être encore un peu plus ces dernières saisons. Je pense que, même s'ils vont avoir besoin de lui, hein, clairement, je pense que le niveau du reste de l'effectif pourra compenser sur une saison régulière. Ouais, Et sur la saison régulière, je suis si, d'accord. s'il arrive en forme en playoff, que le reste de l'effectif assure tout autant que lui, après, sur les matchs de playoff, faudra qu'il soit là. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi, sur la saison régulière, ils sont capables de faire sans, c'est un bien grand mot, mais voilà. Par contre, pour Mm. les playoffs, je les vois pas aller au bout s'ils n'ont pas du grand Jamal Murray. Retour également de Bruce Brown, qui avait été si important pour l'année du titre et qui s'était un petit peu perdu après. Retour à la maison, il va pouvoir occuper plein de postes comme il l'avait fait à l'époque. Il connaît tout l'effectif. Let's go. Puis on a surtout vu, excuse-moi, quand il est parti, en fait, que c'était une Clairement. pièce majeure de l'effectif. C'est que on a presque eu l'impression que Denver savait plus trop où il allait. Peut-être qu'on lui donne un peu trop de crédit, mais sans Bruce Brown, ils Non, étaient mais un on peu sait que ça perdus. fait Et partie c'était un peu un catalyseur de l'équipe. Et, enfin, Ouais. en tout cas, c'est un ressenti qu'on a pu avoir sur son départ. On s'est même demandé pourquoi. Lui, je pense qu'il est parti chercher un peu d'argent. Oui, Euh, Après, là, son retour peut que être bénéfique, hein, je pense, aux Nuggets. c'est clair. On misera aussi de leur côté sur le développement, pas toujours régulier, mais des Peyton Watson, des Strouser, etc. En espérant que ça vienne compléter le fond de rotation de cet effectif. En attendant, je te laisse nous donner ton pronostic de ces Denver Nuggets pour la saison régulière 2025-2026. Sur la place de tes Clippers, c'est-à-dire troisième. Troisième, voici mon premier podium pour l'Ouest. Très bien. Eh bien, sache que c'est beaucoup trop bas. Parce que pour moi, les Denver Nuggets seront de nouveau premiers de l'Ouest la saison prochaine. Je mise énormément sur cette équipe qui a beaucoup de vécu ensemble et sur un petit peu de relâchement de Casey. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine dans l'épisode qui précédera le retour de la NBA qu'on vous diffusera la veille. Mais oui, en attendant, je m'attends à une saison énorme de Jokic. Ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu un classique. Mais je vois cette équipe vraiment tourner fort. Je pense que Jamal Murray est conscient que, attention, on a viré Michael Porter Jr. Tu peux être le prochain sur la liste si ça se passe mal. On ne va pas hésiter. On n'a pas hésité. Voilà, si ça va pas, tu sais ce qui peut se passer. Donc ouais, je pense que grosse saison à venir des Denver Nuggets. C'est une équipe que de toute façon je vais toujours regarder à chaque fois que Jokic sera présent, c'est-à-dire 90% du temps. On a fait le tour. Nouvel épisode dense et intense. Il nous en reste plus qu'un dans ce marathon qu'on vous livrera la semaine prochaine. En attendant, on vous le rappelle, il ne reste plus que 2 jours à l'heure où on tourne, donc un jour quand ça va sortir pour la commande du merch, les pulls, les t-shirts, les gourdes, les mugs, j'en ai pas sur moi, mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit DM sur Insta et la commande part le 15 octobre. Et puis de toute façon, ça y est, on n'a jamais été aussi proche du but. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur les favoris qui sortira le lundi et la NBA reprendra dans la nuit du mardi au mercredi. Exactement. Je suis prêt. Likez, partagez et abonnez-vous, bon sang. Abonnez-vous, on est là toutes les semaines. Ça vous évitera de rater quelque chose. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.